Est-ce que le diaporama s'affiche? Salam alaikum. D'abord, je suis très content et très ravi d'être là. Ensuite, je tiens à remercier le comité d'organisation de m'avoir invité, de parler de ce sujet d'actualité. Et je suis également très content qu'il y ait ce congrès à ce moment-là, juste au moment de l'ouverture. Ça nous permet de nous voir et de savoir qu'on existe encore, parce que jusqu'à présent, on ne savait même pas si on existait. Donc, je vais vous parler d'un sujet qui est l'infection Covid-19 chez le nouveau-né, donc une particularité de la particularité. Donc, le nouveau-né, quand on parle du nouveau-né, automatiquement, on va parler de la femme enceinte. Donc là, les signes cliniques chez la femme enceinte, parce que assez souvent, vous avez les obstétriciens qui vous sollicitent au moment où la femme arrive, et parfois les signes sont tellement frustres que vous n'êtes pas sollicité. Ce n'est qu'après que vous apprenez que votre enfant, votre nouveau-né a ou n'a pas le Covid et que la mère était infectée. Donc, assez souvent, les signes chez la femme, elles sont un peu frustres. Ça se manifeste parfois par un syndrome grippal classique, parce que, comme toute la population féminine, les formes féminines sont moins sévères que les formes masculines. On est informé quand il s'agit de formes graves. La femme est en réanimation ou bien elle a un tableau clinique très grave, auquel cas on est informé. Alors, il n'y a pas actuellement de relation, de lien exact entre les infections chez la femme enceinte par SARS-CoV-2 et les fausses couches, tardives ou précoces, peu importe, mais on n'a pas trouvé. Il n'y a pas non plus de photopathie qui est décrite. Donc, je vais essayer voilà, ce schéma que vous connaissez tous, qui est le schéma de l'infection, avec les deux sites, que ce soit le récepteur ACE2, que ce soit le deuxième récepteur, qui est le TMPRSS2, donc l'introduction des virus dans la cellule, la réplication virale, la formation des nouveaux virus, et ainsi de suite, et les mutations. Ça, c'est exactement la même chose chez la femme enceinte, chez l'adulte ou chez le nouveau-né. Est-ce que la transmission de la mère au nouveau-né est possible? La réponse est oui. Il y a quelques instants, au début de l'épidémie, on était très inquiets. On pensait que la transmission, de toute façon, va être inéluctable et de façon massive. Finalement, après, on a commencé à chercher si elle existe. Parce on attendait des camions de nouveau-nés infectés et on n'a vu venir personne. Et on a commencé à chercher. Il y a quelques études qui ont montré quoi? Qui ont montré qu'il existe une transmission transversale de la mère au nouveau-né. Il y a d'autres qui montrent qu'il est probablement, je vais vous faire une petite synthèse tout à l'heure, qu'il existe probablement une transmission verticale, mais dont on n'a pas la certitude. Donc, en général, qu'est-ce qu'on voit? On voit par exemple c'est une publication de 2020, on voit sur les 7 cas qui ont été les plus documentés, on voit qu'il y a un cas où on avait la certitude, parce qu'on a trouvé le SARS-CoV-2 au niveau du placenta, au niveau du nouveau-né. Chez les autres, on a trouvé parfois le SARS-CoV-2 au niveau du nouveau-né, mais on ne le trouve pas dans le liquide amniotique, on ne le trouve pas au niveau du placenta, et on ne sait pas si la transmission n'a pas eu lieu en période père-natale, c'est-à-dire par voie ascendante au moment de la naissance. Donc il restait une espèce de confusion. Donc on sait maintenant que la contamination peut se faire à n'importe quel niveau, soit une contamination anténatale, à travers le placenta, par voie hématogène au moment de la virémie, soit une transmission en père-natal au moment du passage de la filière génitale, mais la plupart des contaminations du nouveau-né se passent après la naissance. C'est-à-dire au moment de la naissance, dans les heures qui suivent la naissance, c'est là où on est un peu moins relâché sur l'hygiène, parce que l'enfant vient de naître, la mère, elle a enlevé son masque, et elle prend son nouveau-né, elle lui donne le sein, et c'est là que ça se fait la contamination. Là, je vais vous parler d'une méta-analyse qui a interrogé 74 articles, enfin 1120 articles, mais il n'y en a que 74 qui ont été sélectionnés, qui montrent quoi? Qui montrent que d'abord, le nouveau-né, exactement comme l'adulte, comme toutes les autres personnes, il a des récepteurs ACE2. Et c'est par l'intermédiaire de ces récepteurs que le virus agit.
Il se fixe sur les récepteurs, il rentre à l'intérieur de la cellule, il subit une réplication, et voilà. Sauf que ces récepteurs, ils existent où? Essentiellement au niveau du tube digestif, au niveau du rein, au niveau du placenta pour la contamination mère-enfant, et les signes cliniques, dans la moitié des cas où il y a quelques signes respiratoires, vous allez voir, c'est très fruste. Et la plupart du temps, ce sont des signes digestifs ou des signes cutanés avec une éruption cutanée, des signes cardiaques avec quelques cas d'épanchement péricardique et quelques conjonctivites infectieuses. Cette étude, ce schéma, qu'est-ce qu'il montre? Je n'ai pas de pointeur, mais je pense que vous arrivez à lire. La partie bleue, vous avez du bleu clair où on considère qu'il y a une probable contamination postnatale, très probable. La partie bleu foncé où on est certain qu'il y a une contamination postnatale. Et ça représente tout ça, 70% des contaminations se passent en postnatal. Et 30% des contaminations se passent pendant la période périnatale, c'est-à-dire soit au moment de la naissance, soit un tout petit peu avant la naissance, soit immédiatement en perpartum. Et ces 30% de contamination, il y a certaines qui sont, avec certitude, on sait qu'il y a une contamination anténatale ou pernatale, parce que l'enfant, le nouveau-né va naître, il est positif, pas tout de suite, mais quelques heures après, il devient positif, et on retrouve dans les sécrétions vaginales le SARS-CoV-2. Il y en a d'autres pour lesquelles on a un doute, et on situe la contamination en période antépernatale, mais sans certitude, parce qu'on ne l'a pas trouvé au niveau du placenta, parce qu'on ne l'a pas trouvé au niveau du liquide amniotique, parce qu'on l'a trouvé chez le nouveau-né, et on sait que le nouveau-né est né parce qu'on lui a fait une PCR immédiatement après la naissance, il n'a pas eu le temps de se contaminer parce que la mère avait le masque. Donc, il y a encore une zone de flottement à ce niveau-là. Quels sont les éléments qui interviennent? Pendant longtemps, rappelez-vous, on avait interdit l'allaitement. On avait interdit le couchage de l'enfant dans les mêmes chambres que leur maman. Là, les méta-analyses montrent que l'allaitement, il a plutôt un effet protecteur. Comme le montre ce diagramme où vous avez, j'arrive pas à voir une flèche, où vous avez, si, j'avais la flèche, mais je ne la voyais pas. Voilà, donc vous avez un effet protecteur de l'allaitement qui est là, hop, la flèche est partie. Bon, avec un ratio à 0,35. Et par contre, quand vous avez ce qu'on appelle le rooming in, c'est-à-dire l'enfant, il dort dans la même chambre à proximité de sa mère, à ce moment-là, vous avez un risque relatif multiplié par 6,5. Alors, quels sont les facteurs qui déterminent d'abord, quelles sont les caractéristiques des enfants qui sont infectés ou qui peuvent être infectés? Ils ne sont pas très différents des autres. Vous voyez, par exemple, leur âge gestationnel moyen est presque à terme. Vous avez quelques-uns qui sont prématurés. Il y a une petite prédominance du sexe masculin. Ils ont des signes de bonne adaptation à la vie extra-utérine, et il y en a très peu qui sont, il y a la moitié qui sont symptomatiques, 55% des cas. Dans 55% des cas, ce sont des nouveau-nés asymptomatiques, et c'est la PCR qui est née et qui est positive. Cliniquement, on trouve un peu de tout, mais des petites choses. Nous, on en a eu dans le service une trentaine de nouveau-nés qui étaient infectés. Et au tout début de la première vague, on avait équipé 2 chambres avec ce qu'on appelle une pression négative, en pensant qu'il va y avoir une circulation du virus partout. Finalement, ce n'est pas tout à fait vrai. Il n'y a même pas de circulation du virus. Qu'est-ce qu'on voit? On voit par exemple que les signes respiratoires se voient dans 50% des cas. La fièvre est un élément très important, presque 50% des cas, et les signes gastro-intestinaux dans 30% des cas. Le reste, il n'y a pas tellement de choc. 10% ont des troubles hémodynamiques, et on trouve un peu de tout, une conjonctivite, une éruption cutanée, un petit peu d'épanchement péricardique, enfin un peu de tout, mais franchement de manière marginale. Biologiquement, pas grand-chose. La lymphopénie, de temps en temps, 15% des cas, cytolyse hépatique, 5% des cas, CRP élevé et PCT élevé dans 15% des cas. Enfin, pas beaucoup d'éléments qui vont vous orienter en dehors du contexte clinique d'une mère positive à SARS-CoV-2.
L'imagerie cérébrale, elle ne montre pas grand-chose. Il y a un cas que je vais vous montrer si on a le temps, après, où il y a des lésions cérébrales qui ont été documentées, et ce sont des lésions réversibles. Contrairement aux autres virus, par exemple, si vous avez une infection à CMV, les lésions ne sont pas réversibles, et là, dans le SARS-CoV-2, les lésions étaient réversibles. L'imagerie thoracique, vous avez un peu de tout. Pathologie interstitielle, pathologie alvéolaire. Si on a le temps tout à l'heure, je vous parlerai on rediscutera de l'écho pulmonaire et de son influence, et je n'ai pas la même vision que ce qui a été dit tout à l'heure. Sur le plan du traitement, pas beaucoup d'enfants qui ont été traités. Par exemple, quand on regarde la bibliographie internationale, où il y avait au tout début de l'épidémie quelques nouveau-nés qui ont été traités, vous voyez, c'est de la casiustique, c'est 2 cas, 3 cas, voilà. L'hydrochloroxycline plus l'azithromycine, 7 cas. L'interféron, 2 cas. Les antirétroviraux, 3 cas. Le remdesivir 1, le ritonavir plus l'opinavir 1. Le reste, ce sont des traitements de support, c'est-à-dire traitement de la fièvre, traitement de la gêne respiratoire avec oxygénodépendance, et c'est tout. Donc les formes du nouveau-né sont quasiment bénignes dans tous les cas. Est-ce qu'il existe un rapport entre la gravité de la maladie maternelle et la forme clinique du nouveau-né ? Oui et non. Cette étude, c'est une méta-analyse, une étude multicentrique, 43 centres dans 18 pays, avec 700 femmes enceintes de plus de 18 ans. Et il y avait donc des femmes qui étaient infectées, 706, et il y avait des femmes contrôle, 1424, avec une étude comparative. Qu'est-ce qu'on a comparé ? On a comparé l'index de morbimortalité maternelle, l'HTA gravidique, les prééclampsies, les infections maternelles. Et à ce moment-là, on a comparé les femmes qui sont les enfants de mères Covid+, les femmes d'abord Covid+, et celles avec la population contrôle, qui étaient prises en même temps. Ce sont des femmes qui étaient sélectionnées dans les 2 semaines, plus ou moins une semaine, par rapport à celle qui a accouché, donc dans un délai de 2 semaines, et elles étaient appareillées de manière à avoir à peu près les mêmes poids de naissance, les mêmes termes, les mêmes circonstances. Et quand on regarde l'effet du Covid chez les femmes, on voit quoi ? On voit que le risque relatif est très élevé en ce qui concerne le décès maternel. Il y a 20 fois plus de risque de décès chez une femme enceinte Covid+, par rapport à celle qui est Covid-neg, et il y a 6 fois plus de risque d'être hospitalisée en réanimation. En ce qui concerne les signes fétaux et néonataux, il y a un peu plus, je dirais, de morbidité néonatale, c'est-à-dire quelques signes de détresse respiratoire, des troubles digestifs, des enfants qui ont difficulté d'alimentation et des enfants qui ont des pics fébriles et ainsi de suite. Donc c'est uniquement des morbidités. La mortalité, elle n'est pas très différente. Elle est de 1,4 ou 1,5 au niveau du ratio. Donc ce n'est pas quelque chose de dramatique. Alors quand on regarde les symptômes un par un en ce qui concerne l'index de morbimortalité maternelle ou l'index de morbidité néonatale ou les autres index, et on regarde par rapport à une population témoin qui sont les femmes négatives. Qu'est-ce qu'on voit? Hop, non, c'est pas ça. Je suis parti où? Je suis parti complètement. Donc, quand on regarde par rapport aux femmes donc, témoins, on voit que lorsque les femmes sont asymptomatiques et Covid+, vous avez un risque relatif de 1,6 d'avoir des morbidités, des mortalités ou des signes fétaux. Quand vous avez une femme qui est symptomatique, ça dépend des symptômes. Quand la femme a des symptômes digestifs isolés, sans fièvre, le risque n'est pas très élevé. Quand il y a la fièvre, le risque est multiplié par 1,8. Quand vous avez la femme a des signes respiratoires,
qu'elle nécessite ou non une ventilation, vous avez à ce moment-là un risque de 2,7 fois. Lorsqu'il y a l'association de fièvre plus gêne respiratoire, vous avez un risque également de 2,5 fois à peu près en ce qui concerne les risques fétaux. Donc, fétaux et néonataux. Donc il y a bien une relation entre la morbidité, mortalité et la souffrance fétale chez les femmes Covid+, en fonction des symptômes. Les deux principaux symptômes sont la fièvre et les gènes respiratoires. Les autres symptômes influencent moins. En ce qui concerne les nouveau-nés, quand vous avez des nouveau-nés quand vous prenez le couple mère-nouveau-né, lorsque la mère est symptomatique et le nouveau-né ne l'est, quand la mère est positive et le nouveau-né ne l'est pas, vous avez un risque relatif de 1. Quand vous avez la mère qui est positive et le nouveau-né est positif, le risque d'avoir des signes cliniques chez le nouveau-né sont multipliés par 6. Donc, devant toutes ces données, nous, ce qui nous intéresse d'abord, c'est comment traiter ces enfants et comment s'en occuper au mieux. Alors, est-ce qu'on doit autoriser l'allaitement ? C'était un énorme débat pendant longtemps et il y avait, au tout début de l'épidémie, donc il y avait interdiction d'allaitement pour les femmes qui sont cliniquement, qui sont symptomatiques avec une PCR positive. Maintenant, l'allaitement est complètement possible, sans aucune restriction. Il suffit juste de respecter les mesures d'hygiène. Est-ce qu'il faut isoler l'enfant ? On va voir. Est-ce qu'il faut isoler l'enfant de sa mère ? Oui, le risque, il y est plutôt au roaming in. Quand l'enfant est à proximité de la mère, il y a un risque d'environ 2 fois plus pour qu'il soit infecté. Et alors que si la mère respecte une distance de 2 mètres dans la chambre par rapport à son nouveau-né, et qu'elle prenne les précautions d'hygiène plus le masque au moment de l'allaitement, à ce moment-là, il n'y a pas de risque, même bien au contraire, il y a un effet protecteur de l'allaitement. Alors, est-ce que le lait de mère lui-même, est-ce qu'il transmet le SARS-CoV-2 ? Un énorme débat. Et finalement, vous allez voir que ça reste au stade de la casuistique. Il n'y a pas de grande série pour 2 raisons. Premièrement, il y a très peu de femmes pour lesquelles on a analysé le lait. Quand vous prenez par exemple sur ces séries qui sont assez récentes, vous voyez que quand on prend le nouveau-né infecté de mère Covid+, celles qui ont le lait qui n'a pas été testé, il y a 12%. Toutes les autres, le lait a été testé quand l'enfant est infecté. Paradoxalement, lorsque l'enfant n'est pas infecté, on ne teste pas le lait. Quand l'enfant est infecté, on teste le lait. C'est paradoxal. Donc, et parmi ces enfants, ils ne sont pas tous symptomatiques. Ils ont PCR positive, mais la plupart ne sont pas symptomatiques. Quand la mère est Covid+, et l'enfant est nègre, à ce moment-là, quand on prend tous les nouveau-nés de mère Covid+, et quand vous voyez le nombre de fois où le lait est testé, même pas 20%. Même pas 20%. Pourquoi ? Parce que ces enfants ne sont pas symptomatiques. Dans la mesure où ils ne sont pas symptomatiques, les gens ne prennent pas ni le plaisir, ni le temps de tester le lait de mère. Est-ce que le lait de mère véhicule le SARS-CoV-2 ? Oui et non. Vous voyez, un cas par-ci, un cas par-là. Franchement, d'une manière marginale. Alors, je voulais vous parler de cette expérience suédoise. Vous connaissez les Suédois, c'est les champions du monde de l'allaitement, c'est les champions du monde des meilleurs résultats de la prise en charge des nouveau-nés en réanimation, donc les pays nordiques, les pays scandinaves. C'est une étude, donc qu'est-ce qu'ils ont fait entre le 11 mars 2020 et 31 janvier 2021 ? Il y a eu, dans une région, ils ont pris toutes les grossesses et toutes les naissances. Et ils ont séparé ceux dont les mères sont Covid+, de ceux qui, les mères sont Covid-neg. Et donc, il y a eu 2323 nouveau-nés de mères Covid+. Et à ce moment-là, ils ont regardé le délai entre la PCR et l'accouchement, en moyenne 36 jours, c'est entre 5 et 85 jours. Et parmi ces enfants,
il y a eu, comment il s'appelle, 642 femmes, 642 nouveau-nés dont les mères, parce que ces nouveau-nés, il y a des nouveau-nés qui sont parfois jumeaux, dont les mères, donc ça fait 28% de la cohorte des nouveau-nés, dont les mères sont positives au moment de l'accouchement, et non pas avant. Enfin, elle l'était avant pour certains, mais celle-là, c'est au moment de l'accouchement, c'est-à-dire le moment qui nous intéresse le plus. Et parmi lesquelles vous avez 68 femmes, c'est-à-dire 2,9% de la population de ces femmes-là, qui avaient une PCT positive encore une semaine après l'accouchement. C'est-à-dire qu'elles étaient positives pendant l'accouchement et elles avaient donc comment ça s'appelle, une persistance du portage viral pendant encore une semaine. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que parmi ces 2223 nouveau-nés, donc cette case-là, on voit quoi? On voit d'abord que les mères, par rapport à la population contrôle, ils ont le même âge. L'IMC moyen est le même. Les corticoïdes anténataux, vous voyez 2 fois plus. Tout simplement parce que là, ce sont des mères Covid positives. Une minute? Ah, j'ai fini? Merci. Merci. J'arrive à la... Voilà. Et ce qui m'intéresse le plus, et ce qui va vous intéresser le plus, vous voyez, toutes les femmes qui m'intéressent le plus, vous voyez, à la sortie, 95% des femmes, que ce soit celles qui sont Covid plus ou Covid moins, elles ont toutes allaité, 95%. Donc, je vais passer directement, je n'abuse pas de voilà. Donc, l'accouchement pour les femmes Covid plus s'organise à l'avance. Donc, c'est une salle de naissance qui peut être dédiée. La femme, il faut informer la réanimation et il faut, bien sûr, prendre toutes les mesures de précaution. Je passe là-dessus et quelques suggestions juste avant la conclusion. Suggestion, ça veut dire que le nouveau-né, quand il n'a pas de comorbidité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prématurité, il n'y a pas de retard de croissance intra-utérin, ni rien du tout auparavant, il ne doit pas être séparé de sa mère. Il doit rester à côté de sa mère dans une chambre individuelle. On essaye de prendre le maximum de précautions, c'est-à-dire une petite distance d'au moins 1 mètre, au moins. Et les soins doivent être faits avec des mesures d'hygiène, c'est-à-dire demander à la mère de mettre un masque et ainsi de suite. Lorsque la mère est hospitalisée, avant, on mettait une pression négative, ça n'a plus lieu d'être. Autre chose, on mettait des enfants dans des chambres individuelles, je pense qu'il faut continuer. La visite des parents, à un moment, elle était interdite, il faut l'autoriser, et il faut faire les soins avec une tenue propre, mais pas obligatoirement la tenue de cosmonaute. Communication très importante. Quand vous devez hospitaliser un nouveau-né parce qu'il est, symptomatique, il faut informer les parents. Et il faut essayer de garder le maximum de liens entre le nouveau-né et ses parents, en particulier en encourageant l'allaitement, même s'il faut que la mère continue à tirer son lait momentanément si l'enfant ne peut pas boire et qu'il a une sonde de gavage. Pour conclure, l'infection maternelle à SARS-CoV-2 est plus grave pour la femme enceinte que pour son nouveau-né. La transmission maternelle est rare, mais elle existe. La transmission est essentiellement postnatale, si on ne prend pas des précautions. Il n'y a pas de transmission par l'allaitement. Je dis pas, alors que non, elle est exceptionnellement exceptionnelle. La séparation mère-bébé est déconseillée, elle est plus délétère que la maladie elle-même. Le taux de prématurité augmente légèrement, mais ce n'est pas d'une manière dramatique, et le risque de mortalité est, je vous ai dit, multiplié par 2, mais ça reste quand même assez marginal vu l'incidence de la maladie chez le nouveau-né. L'allaitement maternel reste conseillé, et je vous remercie de votre écoute. Merci, Monsieur le Président, pour la minute de courtoisie. Merci, Amine. Merci beaucoup. Merci, Akhoya. Barakallahu fik.